On est à Tokyo, tout le monde se fiche de ton petit dîner de remise de diplôme, m'a envoyé ma sœur par SMS. Mon cousin a ajouté, bon appétit tout seul, loser. Alors, j'ai retiré chaque euro avec lequel je finançais leur vie et j'ai regardé tout s'effondrer. Salut Reddit. Ma famille a laissé tomber mon dîner de remise de diplôme universitaire pour aller à Tokyo, puis m'a envoyé des SMS moqueurs sur le fait que je mangeais seul, alors j'ai coupé les vannes financières avec lesquelles j'avais financé leur vie pendant des années. Ce qui a suivi a été un chaos absolu. Accrochez-vous, car l'histoire est compliquée. Je m'appelle Kyle, j'ai 28 ans, et je viens de terminer mon MBA dans une bonne université d'État. Il m'a fallu 6 ans parce que je travaillais à plein temps tout en suivant des cours à temps partiel, mais j'ai finalement réussi. Une moyenne de 3,7 sur 4, 0 dette étudiante parce que j'ai payé au fur et à mesure, et une promotion qui m'attendait dans l'entreprise de logistique où je trime depuis mes 22 ans. Je ne vais pas mentir, j'étais fier. J'ai passé 6 ans à jongler entre des semaines de travail de 60 heures, des cours du soir et des sessions d'études le week-end. J'ai manqué des anniversaires, des vacances, quasiment tous les événements sociaux imaginables. Mes amis avaient arrêté de m'inviter car j'étais toujours soit au travail, soit en cours, soit en train d'étudier. Mais j'ai gardé la tête baissée et j'ai persévéré parce que j'avais des objectifs. Ce diplôme était censé m'ouvrir des portes. Mon entreprise m'avait déjà promis un poste d'analyste senior une fois diplômé, avec une augmentation de 20% et un véritable pouvoir de décision, au lieu de me contenter de générer des rapports pour des gens qui comprenaient à peine les données que je leur fournissais. Ma famille savait à quel point j'avais travaillé dur pour cela. Ils m'avaient vu passer la vingtaine à vivre dans un studio exigu, à conduire une voiture avec 320 000 km au compteur, et à manger du poulet et du riz préparé à l'avance 6 jours par semaine parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre tout en payant mes frais de scolarité de ma poche. Quand je leur ai annoncé que j'obtenais mon diplôme en mai, j'ai commencé à organiser un petit dîner de célébration. Rien d'extravagant, juste la famille dans un bon restaurant. J'ai fait une réservation 2 mois à l'avance dans un restaurant italien du centre-ville qui avait de bonnes critiques. J'ai appelé tout le monde, j'ai obtenu des confirmations, et j'ai même versé un acompte pour un salon privé puisqu'il y aurait environ 15 personnes. Mes parents, mes 2 sœurs, ma tante et mon oncle, 3 cousins, ma grand-mère, les personnes qui étaient censées me soutenir tout au long de ce parcours. Ceux qui racontaient aux réunions de famille à quel point ils étaient fiers que je m'améliore et que je fasse quelque chose de ma vie. 2 semaines avant la remise des diplômes, ma sœur Nathalie, 26 ans, a mentionné qu'elle ne pourrait peut-être pas venir. Elle avait cette opportunité d'aller au Japon avec son petit ami, un voyage de dernière minute qu'il avait organisé. Je lui ai rappelé que le dîner était prévu depuis des mois, et elle a levé les yeux au ciel en disant qu'elle essaierait de s'arranger. Nathalie a toujours été la chouchoute, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Elle a abandonné l'université après un semestre, a enchaîné les petits boulots dans la vente et la restauration, sans jamais rien garder plus de 8 mois. Mais selon mes parents, elle se cherchait, et explorait ses options, tandis que moi, j'étais trop rigide dans mes choix de vie. Son petit ami, Trevor, était un de ces types qui parlent de lancer des entreprises mais ne font jamais rien. Il prétendait être un entrepreneur, mais pour autant que je sache, son activité principale consistait à dépenser l'argent des autres tout en publiant des citations de motivation sur les réseaux sociaux. Mes parents, cependant, l'adoraient. Ils disaient qu'il avait de la vision et de l'ambition. Une semaine avant la remise des diplômes, mon cousin Blake, 29 ans, m'a envoyé un SMS pour demander s'il pouvait amener sa nouvelle petite amie au dîner. J'ai dit, bien sûr, j'avais de toute façon déjà payé pour des places supplémentaires. Il a répondu, cool, mais en fait, on ne viendra peut-être pas. Ça dépend de ce qui se passe ce week-end-là. Blake est le fêtard de la famille. Il n'a jamais fini ses études. Il travaille comme barman dans une boîte du centre-ville. À 29 ans, il vit chez ses parents sans payer de loyer parce qu'il économise pour quelque chose qu'il ne précise jamais. Il se présente aux événements familiaux avec une fille différente à chaque fois, parlant toujours de son réseau et des connexions qu'il établit, alors qu'en réalité, il sort tous les soirs et dort jusqu'à 15 heures. 3 jours avant la remise des diplômes, mon autre sœur, Mélissa, 24 ans, a appelé. Elle ne viendrait pas non plus. Sa colocataire traversait une crise et avait besoin de son soutien. Quand j'ai demandé de quel genre de crise il s'agissait, elle est devenue vague et sur la défensive. Elle a dit que j'étais égoïste de m'attendre à ce qu'elle laisse tout tomber pour un dîner alors que son amie avait vraiment besoin d'elle.
Toute la personnalité de Melissa se résume à être là pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont toujours été là pour elle. Elle annulera un projet familial pour aider une amie qu'elle a rencontrée il y a 3 semaines à déménager. Mais quand j'ai eu besoin d'aide pour déménager après une journée de travail de 12 heures, elle était trop occupée. Selon elle, je ne suis tout simplement pas aussi disponible émotionnellement que ses autres relations. La veille de la remise des diplômes, j'ai reçu un SMS de groupe de Nathalie. Salut tout le monde, petite mise à jour. On est à Tokyo. Trevor m'a surprise avec les billets et on ne pouvait pas refuser. Le voyage d'une vie. Désolé pour demain, mais vous comprenez. Amusez-vous bien à votre petit truc de dîner. Une photo était jointe. Toute la famille, tous, posant devant le célèbre carrefour de Shibuya, comme s'ils tournaient une publicité touristique. Mes parents, mes 2 sœurs, Blake, sa nouvelle petite amie, ma tante et mon oncle, et même ma grand-mère, qui prétendait avoir un rendez-vous chez le médecin et ne pas pouvoir voyager. 15 personnes qui avaient confirmé leur présence à mon dîner de remise de diplôme posé à la place à Tokyo. Ils avaient planifié un voyage international entier, coordonné leurs emplois du temps, acheté des billets d'avion, réservé des hôtels et réussi à me le cacher pendant des semaines. La légende de la photo, enfin réunie. La famille d'abord. Mon téléphone a commencé à exploser de messages du groupe de discussion. Blake a ajouté « Bon appétit tout seul, loser ». Voilà à quoi ressemble le vrai succès. Nathalie a renchéri « On est à Tokyo. Personne ne se soucie de ton petit dîner de remise de diplôme. Grandis un peu. » Ma mère a envoyé un SMS séparé « Ne sois pas dramatique. On fêtera ça à notre retour. Tu comprends que des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. » Je suis resté là, à fixer mon téléphone, pendant probablement 20 minutes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ressenti de rage, j'ai juste analysé ce qui se passait. Ces personnes qui avaient passé des années à me dire à quel point elles étaient fières, qui s'étaient vantées de moi auprès de leurs amis, qui avaient soi-disant soutenu mon parcours éducatif, avaient collectivement décidé que des vacances étaient plus importantes que d'être là pour moi. Le dîner était le lendemain à 18 h. J'avais payé un acompte de 4 cents 60 € pour le salon privé. La réservation était pour 15 personnes. J'ai appelé le restaurant et j'ai tout annulé. J'ai perdu l'acompte, mais peu importe. Ensuite, j'ai passé le jour de ma remise de diplôme exactement comme j'avais passé la plupart de ma vingtaine, en travaillant. J'avais un projet à rendre et m'apitoyer sur mon sort n'allait pas m'aider à atteindre mes objectifs. Mon manager a découvert ce qui s'était passé quand il m'a demandé pourquoi j'avais l'air si misérable après avoir traversé la Seine ce matin-là. Je lui ai dit que ma famille était à Tokyo au lieu d'être à mon dîner. Il m'a invité à manger un steak ce soir-là, m'a raconté que sa propre famille lui avait fait des coups similaires et m'a donné un conseil qui m'est resté. La famille est censée être là. Quand elle ne l'est pas, tu t'en souviens. Et quand elle a besoin de quelque chose de toi plus tard, tu t'en souviens aussi à ce moment-là. Le truc, c'est que je ne faisais pas que travailler dur et aller à l'école. Je finançais aussi le style de vie de ma famille depuis 4 ans. Et ils n'avaient aucune idée à quel point. Voyez-vous, je suis bon avec l'argent. Je l'ai toujours été. Pendant que tout le monde dépensait son salaire comme bon lui semblait, je gérais des feuilles de calcul, établissais des budgets et suivais chaque euro. Quand j'ai commencé à gagner un salaire décent dans l'entreprise de logistique, j'ai intelligemment investi, constitué un fonds d'urgence et créé des sources de revenus passifs. À 25 ans, je gagnais environ 82 800 € par an entre mon salaire et mes investissements annexes. Pas riche, mais assez à l'aise pour que, lorsque ma famille demandait de l'aide, je dise généralement oui. Ça a commencé modestement. Mes parents avaient besoin d'aide pour les impôts fonciers une année. 1380 €. Ils devaient me rembourser dès que le chèque de commission de mon père arriverait. Ce n'est jamais arrivé, mais peu importe. La famille s'entraide, non? Puis la voiture de Nathalie est tombée en panne. Il fallait une nouvelle transmission, 2576 €. Elle a promis de me rembourser par mensualité, a fait un paiement de 184 €, puis a cessé de répondre quand j'ai demandé pour le reste. Melissa avait besoin d'aide pour son loyer pendant une période difficile entre 2 emplois. 6 mois de loyer à 828 € par mois. Elle était censée me rembourser une fois sa situation stabilisée. C'était il y a 2 ans. J'attends toujours. La voiture de Blake a été saisie parce qu'il avait arrêté les paiements. Je lui ai prêté 3220 € pour la récupérer.
Il a dit à tout le monde que je l'avais aidé, mais n'a jamais mentionné la partie « prêt ». Quand j'en ai parlé à Noël, il a agi comme si j'étais mesquin à propos de l'argent entre membres de la famille. Le climatiseur de mes parents a lâché pendant une canicule. J'ai payé pour un nouveau système de chauffage et de climatisation, 5060 €. Mon père a dit qu'il me rembourserait par mensualité. Il a fait 2 paiements, puis m'a dit qu'il restructurait ses finances et reprendrait les paiements une fois les choses stabilisées. C'était il y a 18 mois. Le schéma était clair. Il demandait de l'aide. Je la fournissais. Il promettait de rembourser, puis agissait comme si j'étais le méchant d'attendre un remboursement. Et parce que je gagnais bien ma vie et que je vivais en dessous de mes moyens, il supposait que je n'en avais pas besoin. Mais j'avais gardé des traces. Chaque prêt, chaque paiement, chaque promesse. Tout était documenté dans une feuille de calcul avec les dates, les montants et les conditions. Pas parce que je préparais quelque chose, juste parce que c'est ma façon de fonctionner. Tout suivre. Faire confiance aux données. Assis dans mon appartement le soir de ma remise de diplôme, mangeant des restes de nourriture chinoise et regardant les photos de ma famille à Tokyo, j'ai ouvert cette feuille de calcul. Je voulais voir exactement à quel point j'avais financé leur vie pendant qu'ils ne prenaient même pas la peine de se présenter pour la mienne. Le chiffre était stupéfiant. En 4 ans, j'avais prêté ou donné à ma famille 44 160 €. Une partie était des prêts officiels avec des promesses de remboursement. Une autre partie, des cadeaux, que l'on m'avait culpabilisé de ne pas attendre en retour. Le reste, c'était moi qui couvrais des dépenses qu'ils ne pouvaient pas gérer à cause de leur mauvaise planification financière. Mes parents me devaient 11 040 €. Nathalie me devait 7 360 €. Mélissa me devait 5 520 €. Blake me devait 4 600 €. Ma tante et mon oncle avaient emprunté 3 680 € pour le mariage de leur fille et ne les avaient jamais remboursés. Même ma grand-mère me devait 1 380 € depuis qu'elle avait eu besoin d'aide pour des factures médicales. 44 160 €. C'était le coup d'être le responsable. Celui avec le travail, les économies et le bon crédit. Celui sur qui on pouvait compter quand tous les autres échouaient. La banque de Kyle, apparemment toujours ouverte et n'attendant jamais de retour. Et où était cet argent maintenant? À payer leurs vacances à Tokyo pendant que je mangeais des nouilles froides seul dans mon appartement. La rage qui m'a envahi n'était pas explosive. Elle était froide et calculatrice. J'ai commencé à penser à quel point leur style de vie actuel dépendait de ma continuation à être le distributeur automatique familial. La voiture de Nathalie que j'avais réparée, elle ne pouvait pas payer l'assurance sans mon aide. Je couvrais ses primes depuis 8 mois parce qu'elle prétendait que les paiements étaient trop élevés après que son petit ami ait perdu son emploi. 248 € par mois pour la maintenir assurée sur une voiture que j'avais déjà payée pour réparer. La maison de mes parents, ils l'avaient refinancée 2 fois et étaient endettés. Je couvrais leur paiement d'impôts fonciers depuis 2 ans parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre à la fois l'hypothèque et les impôts. 2208 € par an pour qu'ils ne perdent pas leur maison. L'appartement de Mélissa, j'étais garant sur son bail parce qu'elle avait un très mauvais crédit à cause de factures de carte de crédit impayées. Elle avait déjà manqué 2 loyers cette année et le propriétaire m'avait appelé les 2 fois. J'avais payé pour éviter que mon propre crédit ne soit affecté, car mon nom figurait sur les documents. L'assurance voiture de Blake, annulée après un délit de conduite en état d'ivresse l'année dernière. Il ne pouvait trouver aucune couverture abordable. Je l'avais ajouté à ma police en tant que conducteur occasionnel et je couvrais la différence. 129 € par mois pour qu'il reste en règle. La fille de ma tante et de mon oncle, elle était dans une université privée, très chère. Il m'avait emprunté de l'argent pour son premier semestre et ne l'avait jamais remboursé. Puis ils ont eu l'audace de me demander si je pouvais aider pour sa 2e année. J'avais dit non, mais ils avaient convaincu mes parents de me faire culpabiliser pour que j'investisse dans l'éducation familiale. J'ai fini par couvrir 3220 € de frais de scolarité. J'avais été tellement concentré à être le responsable, le fiable, celui sur qui on pouvait compter, que j'étais devenu celui qu'on utilisait. Et ils le savaient. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Le groupe de discussion de Tokyo a continué de vibrer tout le week-end. Des photos d'eux dans des temples, des restaurants, des marchés de rue. Nathalie a posté une photo d'elle et Trevor à une cérémonie du thé traditionnel avec la légende « On vit nos meilleures vies ». Blake a posté une vidéo de tout le monde portant un toast dans un restaurant chic avec la légende « Objectifs familiaux ».
Pas une seule personne n'a demandé comment s'était passée ma remise de diplôme. Pas une seule personne ne s'est excusée de l'avoir manqué. Pas une seule personne n'a reconnu que, peut-être, juste peut-être, planifier des vacances en famille le même week-end que mon dîner de remise de diplôme était un peu déplacé. Dimanche soir, ma mère m'a envoyé un SMS, « J'espère que tu as passé un bon week-end. On fera quelque chose pour ta remise de diplôme à notre retour. Je t'aime. » Comme si elle me faisait une faveur. Comme si se présenter un mois plus tard avec des fleurs de station-service allait compenser cet abandon coordonné. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas crier, ni me disputer, ni faire une scène. J'allais juste arrêter. Arrêter d'être la banque. Arrêter d'être le filet de sécurité. Arrêter de financer leur vie pendant qu'ils me traitaient comme une simple formalité. Lundi matin, j'ai appelé ma compagnie d'assurance et j'ai retiré Blake de ma police. L'agent a demandé si j'étais sûr, et j'ai dit absolument. Il devrait trouver sa propre couverture avant la fin du mois. Ensuite, j'ai appelé la compagnie d'assurance de Nathalie et j'ai annulé le moyen de paiement. Elle recevrait un avis indiquant que sa police était sur le point d'expirer. Elle pourrait mettre en place ses propres paiements si elle voulait rester couverte. J'ai appelé la société de crédit immobilier de mes parents et j'ai retiré mon autorisation d'effectuer des paiements d'impôts en leur nom. Ils devraient s'en occuper eux-mêmes à l'avenir. J'ai contacté le propriétaire de Mélissa et j'ai demandé que mon nom soit retiré en tant que garant. Il y avait une procédure pour cela, mais j'ai entamé les démarches. Elle devrait se qualifier seule ou trouver un nouveau garant. Puis j'ai envoyé un seul SMS au groupe familial, avec effet immédiat, je ne fournirai plus d'aide financière à personne. Tous les prêts en cours sont dus dans les 30 jours. Passé ce délai, j'engagerai des poursuites pour recouvrement. Merci pour les photos de Tokyo. Ça avait l'air sympa. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé travailler. J'avais des rapports à faire et des analyses à terminer. La promotion était officielle maintenant et j'avais des responsabilités. Je n'ai rallumé mon téléphone que le mercredi. Quand je l'ai fait, il y avait 83 appels manqués et plus de 200 SMS. Les messages étaient un voyage en soi. Ils ont commencé par la confusion, sont passés à la colère, ont atterri dans la panique, puis sont revenus à la culpabilisation. Blake, mec, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas simplement me virer de ton assurance. Je vais me faire arrêter si je conduis sans assurance. Nathalie, tu annules sérieusement mon assurance à cause de vacances? Tu es psychotique. Ma mère, nous devons parler de ça immédiatement. Tu prends des décisions irréfléchies à cause de tes sentiments blessés. Mélissa, le propriétaire m'a appelé à propos du garant. Tu vas vraiment me mettre dans la merde? Où suis-je censé vivre? Mon père, c'est inacceptable. Nous sommes une famille. On ne coupe pas les ponts avec sa famille juste parce qu'on est contrarié pour une chose. Ma tante, très déçue de toi. La famille se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Leur sentiment de dû était à couper le souffle. Pas une seule excuse, pas une seule reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste une indignation immédiate que j'ai arrêté de financer leur vie. Ma mère a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui ont commencé calmement et sont devenus de plus en plus frénétiques. Le dernier était elle, en larmes, disant que je détruisais la famille, que j'étais égoïste et que je gâchais des relations pour de l'argent. Gâcher des relations pour de l'argent. Ils avaient gâché ma remise de diplôme pour des vacances. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui détruisais les relations. Mercredi soir, mes parents se sont présentés à mon appartement. Ils venaient de rentrer de Tokyo et, au lieu de déballer leurs valises ou de se reposer, ils sont venus directement chez moi pour me confronter. Mon père a martelé la porte comme s'il essayait de l'enfoncer. Je les ai laissés entrer parce que je savais qu'ils ne partiraient pas avant qu'on ait parlé. C'est quoi cette histoire, a exigé mon père, sans même un bonjour. Tu ne peux pas simplement couper les vivres à tout le monde comme ça. Je n'ai coupé les vivres à personne, ai-je dit calmement. J'ai arrêté de subventionner vos vies. Il y a une différence. Nous sommes une famille, a dit ma mère. La famille s'entraide. Exactement, ai-je répondu. La famille s'entraide. Alors, où était ma famille samedi? Ils sont restés silencieux un instant. Puis mon père a commencé à dire que le voyage à Tokyo était une opportunité unique, qu'il ne pouvait pas laisser passer. Trevor avait obtenu une sorte d'offre sur les billets et les hôtels,
et tout le monde avait contribué pour que cela se réalise. C'était spontané et excitant, et il pensait que je comprendrais. Vous saviez pour ma remise de diplôme depuis 6 mois, ai-je dit. Vous aviez confirmé que vous seriez au dîner. Puis vous avez planifié des vacances exactement le même week-end et vous ne me l'avez dit que la veille. On ne voulait pas te contrarier, a expliqué ma mère. Comme si ça arrangeait les choses. On pensait que ce serait plus simple si on y allait et qu'on fêtait ça avec toi plus tard. Combien a coûté Tokyo, ai-je demandé. Ils ont échangé un regard. Mon père a finalement dit que c'était environ 1840 € par personne pour les vols, les hôtels et les dépenses. 15 personnes, soit un total de 27 600 € dépensés pour des vacances afin d'éviter de venir à mon dîner de remise de diplôme. Et vous avez actuellement 2 ans de retard sur les impôts fonciers, ai-je dit. Ce que je paie parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Mais vous pouvez vous permettre un voyage de 1840 € à Tokyo. C'est différent, a argumenté mon père. Le voyage était une chose ponctuelle. Les impôts sont une dépense continue. C'est ça. Et ma dépense continue a été de financer votre style de vie pendant que vous me traitez comme un inconvénient. Je leur ai montré la feuille de calcul. Chaque prêt, chaque paiement, chaque promesse non tenue. 44 160 € en 4 ans. Ils ont regardé les chiffres comme s'ils les voyaient pour la première fois. Certains étaient des cadeaux, a protesté ma mère. Tu avais dit qu'on n'avait pas à te rembourser. J'ai dit ça après que vous m'ayez fait culpabiliser de l'avoir demandé, ai-je corrigé. Il y a une différence entre faire un cadeau et se faire dire qu'attendre un remboursement fait de moi un mauvais fils. Mon père a essayé l'approche autoritaire. Il a dit que j'étais puéril et mesquin. Que les vrais hommes ne tiennent pas les comptes dans la famille. Que je laissais mes sentiments blessés obscurcir mon jugement. Tu as raison, ai-je convenu. Les vrais hommes ne tiennent pas les comptes. Ils n'abandonnent pas non plus la remise de diplôme de leur fils pour des vacances, pour ensuite agir comme s'il avait tort d'être contrarié. Ma mère a commencé à pleurer. Elle a dit que je déchirais la famille. Que l'argent ne devrait pas nous séparer. Qu'elle m'avait mieux élevé que ça. Vous m'avez élevé pour être responsable et fiable, ai-je dit. Et c'est ce que je suis. Responsable avec mon argent, fiable dans mes limites. Vous n'aimez juste pas ça parce que je ne suis plus responsable de vos problèmes. Ils sont partis après 1 heure d'arguments circulaires. Avant de sortir, mon père m'a dit que je regretterais cette décision. Que la famille était plus importante que l'argent, et qu'un jour j'aurais besoin d'eux, et qu'ils ne seraient pas là. Je lui ai dit que ça m'allait. Ils avaient déjà prouvé qu'ils ne seraient de toute façon pas là. La semaine suivante a été brutale. Chaque membre de la famille a appelé pour me dire que j'avais tort. Ma tante a dit que j'étais cruel. Mon oncle a dit que j'étais rancunier. Ma grand-mère a appelé pour dire qu'elle était déçue que je valorise l'argent plus que les relations. Blake s'est présenté à mon appartement pour exiger que je rétablisse son assurance. Quand j'ai dit non, il a essayé de m'intimider avec sa taille et sa carrure. Je lui ai rappelé que j'avais des caméras et que les accusations d'agression, ça tient. Il est parti. Nathalie a envoyé de longs SMS sur le fait que j'avais toujours été jaloux d'elle et de Trevor. Que j'étais amer parce que j'avais passé ma vingtaine à travailler au lieu de vivre. Que je la punissais d'être heureuse. Elle n'a jamais mentionné avoir manqué ma remise de diplôme. Mélissa a essayé l'approche de la pitié, disant qu'elle ne pouvait pas payer son loyer sans mon aide et qu'elle finirait à la rue. Je lui ai suggéré de prendre un colocataire ou de trouver un endroit moins cher. Elle m'a traité de sans-cœur. Mes parents ont commencé à dire à la famille élargie que je les avais abandonnés pour un malentendu à propos d'un dîner. Faisant croire que j'avais surréagi à un simple conflit d'horaire. Ils ont commodément omis la partie où ils avaient planifié des vacances internationales pour éviter activement ma remise de diplôme. Je les ai laissés parler. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas expliqué. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. 2 semaines après leur avoir coupé les vivres, les conséquences ont commencé à se faire sentir. La voiture de Blake a été mise en fourrière pour conduite sans assurance. Ça lui a coûté 736 € en frais et amendes pour la récupérer. Il a appelé en hurlant que c'était de ma faute. Je lui ai rappelé qu'il avait eu 1 mois pour obtenir sa propre couverture. L'assurance de Nathalie a expiré. Elle s'est fait arrêter pour un feu arrière cassé et a reçu une contravention pour défaut d'assurance. Elle a dû aller au tribunal, payer des amendes et fournir une preuve d'assurance.
Elle m'a envoyé une photo de la contravention avec le message « J'espère que tu es content ». Mes parents ont reçu un avis du comté concernant des impôts fonciers impayés. Ils risquaient des saisies et une éventuelle procédure de forclusion s'ils ne payaient pas dans les 60 jours. Ils ont appelé en exigeant que je règle le problème. J'ai décliné. Le propriétaire de Mélissa a refusé de renouveler son bail sans garant. Elle a dû emménager avec des amis, partageant le loyer à 3 dans un 2 pièces. Elle a posté sur les réseaux sociaux comment la trahison familiale l'avait forcée à vivre dans une situation terrible. Le groupe de discussion familiale s'est transformé en un groupe de soutien pour les personnes confrontées aux retombées de mes limites. Ils parlaient de leurs difficultés et me blâmaient. Agissant comme si j'avais causé leurs problèmes au lieu d'avoir simplement arrêté de les en empêcher. Ma mère a publié sur les réseaux sociaux des messages sur les situations familiales difficiles et la douleur de l'amour inconditionnel. Elle a reçu beaucoup de commentaires de sympathie de personnes qui n'avaient aucune idée de quoi elle parlait. Elle n'a jamais mentionné Tokyo ou ma remise de diplôme. Juste se positionnant comme une mère souffrante face à un enfant difficile. Je les ai bloqués sur la plupart des réseaux sociaux. Je n'avais pas besoin de voir leur version des faits. 3 semaines plus tard, mon oncle a appelé avec une approche différente. Il voulait servir de médiateur. Il pensait que nous pourrions tous nous asseoir et en discuter rationnellement. J'ai accepté de le rencontrer pour un café. Il est arrivé avec un ordre du jour imprimé, avec des points sur elle, unité familiale, le pardon et le fait aller de l'avant. Je l'ai laissé présenter tout son argumentaire. Quand il a terminé, je lui ai posé une seule question, si c'était la remise de diplôme de ton fils, que ta famille planifiait des vacances le même week-end et ne te le disait que la veille au soir, comment te sentirais-tu? Il est devenu silencieux. Finalement, il a dit qu'il serait probablement contrarié, mais qu'il essaierait de comprendre que les choses arrivent et que les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. C'était un choix. Ils ont choisi de planifier un voyage, de réserver des vols, de coordonner leurs horaires et de dépenser 27 600 € pour éviter d'être à ma remise de diplôme. Ce n'est pas une erreur. C'est une déclaration sur les priorités. Il a essayé de soutenir qu'il n'avait peut-être pas réalisé que les dates coïncidaient. J'ai sorti les SMS de Nathalie datant de 3 mois plus tôt où elle confirmait qu'elle serait au dîner et qu'elle était, si fière, que je termine mes études. Il n'a eu aucune réponse à cela. Voilà le truc, lui ai-je dit. Je me fiche qu'il s'excuse. Je me fiche qu'il s'explique. J'ai fini d'être la banque familiale. Ils peuvent financer leur propre vie à partir de maintenant. Il a demandé à propos de l'argent qu'il me devait. J'ai dit qu'ils avaient 30 jours pour payer ou que j'engagerais des poursuites. Il a semblé choqué que je sois sérieux. Tu poursuivrais vraiment ta propre famille en justice pour de l'argent? Non, ai-je corrigé. Je poursuivrai en justice des personnes qui ont emprunté de l'argent et ont refusé de le rembourser. Le fait qu'ils soient de ma famille ne rend leur vol que plus décevant. Nous ne nous sommes pas revus après ça. Semaine 4, ma mère a appelé d'un autre numéro. J'ai répondu parce que je ne le reconnaissais pas. Elle m'a supplié de l'aider avec les impôts fonciers. Ils avaient essayé de mettre en place un plan de paiement avec le comté, mais leur demande avait été refusée en raison de paiements en retard précédents. Ils avaient besoin de 8 280 € avant la fin du mois, sinon la procédure de forclusion commencerait. Nous allons perdre la maison, a-t-elle plaidé. Où sommes-nous censés aller? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais ce n'est plus mon problème à résoudre. Comment peux-tu être si froid? Comment avez-vous pu manquer ma remise de diplôme pour des vacances? Elle n'avait pas de réponse. Elle a juste continué à pleurer à propos de la maison et du fait que je les laissais devenir sans abri par orgueil. Je ne vous laisse rien faire, ai-je dit. Vous avez fait des choix. Vous avez choisi Tokyo plutôt que ma remise de diplôme. Vous avez choisi de dépenser 1840 € par personne pour des vacances au lieu de prioriser vos impôts fonciers. Vous avez choisi de m'emprunter de l'argent et de ne jamais le rembourser. Ce sont tous vos choix. Je ne fais que cesser de vous protéger de leurs conséquences. Elle a raccroché. Mon père a appelé 1 heure plus tard. Approche différente. Il était désolé. Il n'aurait pas dû manquer ma remise de diplôme. C'était mal. Et il comprenait pourquoi j'étais contrarié. Pourrions-nous s'il te plaît trouver un arrangement? Il me rembourserait. Mettre en place un vrai plan de paiement cette fois. Tout ce que je voulais. Juste, s'il te plaît,
aide-les à sauver la maison. Quelle partie du voyage à Tokyo pouvez-vous vous faire rembourser, ai-je demandé. Quoi? Le voyage à Tokyo. Combien pouvez-vous récupérer? Hôtel, excursion, toutes les dépenses prépayées. On ne peut rien se faire rembourser. Tout a déjà été utilisé. D'accord. Donc, vous avez dépensé 27 600 € pour des vacances et ne pouvez rien récupérer. Mais vous voulez que je vous donne 8 280 € pour sauver votre maison. Vous me rembourserez. Comme vous avez remboursé les autres 11 040 € que vous me devez? Il est devenu silencieux, puis a essayé la colère. Il a dit que j'étais vindicatif et que je les punissais pour une seule erreur. Que la vraie famille pardonne. La vraie famille est présente, ai-je dit. Vous ne l'avez pas été. Maintenant, assumez. J'ai raccroché et bloqué son nouveau numéro aussi. Semaine 5, les choses ont empiré. Blake a publié sur les réseaux sociaux que j'avais abandonné la famille dans leur moment de besoin. Faisant croire qu'il faisait face à une tragédie et que j'avais refusé d'aider. Il a reçu beaucoup de commentaires de soutien de personnes qui ne connaissaient pas la véritable histoire. Plusieurs amis communs m'ont contacté pour me demander si j'allais bien et ce qui se passait. Je n'ai pas expliqué, j'ai juste dit que j'avais fixé des limites avec ma famille et que certaines personnes n'étaient pas contentes. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Nathalie a lancé une campagne pour me dépeindre comme le méchant. Elle a publié des choses vagues sur les membres de la famille toxique et les personnes qui valorisent l'argent plus que les relations. Ses amis ont commenté en la soutenant. Elle n'a jamais mentionné la remise de diplôme ou Tokyo. Se positionnant simplement comme la victime de ma cruauté. Les amis de mes parents de l'église ont commencé à m'appeler. Ils avaient entendu dire que la famille traversait des difficultés et voulaient offrir leur soutien. J'ai poliment décliné et dit que je n'étais plus impliqué dans leur situation financière. L'une d'elles, une femme plus âgée nommée Patricia, a été plus directe. Elle m'a demandé sans détour ce qui se passait. Je lui ai raconté la version abrégée. Ils avaient manqué ma remise de diplôme pour des vacances. J'avais arrêté de financer leur style de vie. Maintenant, ils faisaient face aux conséquences. Elle est restée silencieuse pendant une longue minute, puis a dit, cela semble juste. Ils ont fait leur choix. Il s'est avéré que le fils de Patricia avait vécu quelque chose de similaire. Sa famille avait manqué son mariage pour un voyage de golf. Il leur avait coupé les vivres financièrement et elle avait soutenu sa décision. Elle a promis de ne partager les détails avec personne, mais a dit qu'elle pensait que je faisais ce qu'il fallait. C'était la première fois qu'un adulte validait ma décision. Semaine 6, les avis de recouvrement ont commencé à être envoyés. Je les avais prévenus, 30 jours pour payer ou j'engagerais des poursuites. Les 30 jours sont passés sans aucun paiement de personne. J'ai donc déposé une plainte au tribunal des petites créances pour les montants inférieurs à 9 200 €. Au tribunal civil ordinaire pour la dette plus importante de mes parents. J'ai envoyé les documents par courrier recommandé pour qu'ils ne puissent pas prétendre ne pas les avoir reçus. J'avais toute ma documentation prête, accord de prêt, SMS confirmant les montants dus, relevé de paiement montrant que j'avais couvert leurs dépenses. L'indignation a été nucléaire. Toute ma famille élargie s'en est mêlée. Ils m'ont traité de sans-cœur, de cruel, de vindicatif. Ils ont dit que je détruisais la famille pour de l'argent. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas croire que je poursuivrais mes propres parents en justice. Je leur ai rappelé que mes parents avaient emprunté 11 040 € et avaient refusé de les rembourser. C'était du vol, pas un désaccord familial. Blake a menacé de me donner une leçon sur la loyauté familiale. J'ai transféré son SMS menaçant à la police et j'ai déposé une plainte. Des agents lui ont rendu visite pour lui dire de me laisser tranquille. Nathalie m'a appelé en sanglotant, me suppliant d'abandonner les poursuites. Elle a dit que cela ruinerait leur crédit et rendrait impossible leur redressement financier. J'ai souligné que ne pas rembourser l'argent que vous avez emprunté ruine de toute façon votre crédit. Le procès ne faisait que le rendre officiel. Ma mère a laissé un message vocal disant que j'étais mort pour elle, qu'elle n'avait pas de fils, qu'elle ne me pardonnerait jamais cette trahison. J'ai sauvegardé le message vocal. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Les dates d'audience ont été fixées. 3 audiences distinctes sur 2 mois. Mes parents ont essayé de trouver un avocat, mais n'en avaient pas les moyens. Ils devraient se représenter eux-mêmes. Pendant ce temps, j'ai engagé une avocate. Cela m'a coûté 3 680 €,
mais je voulais que ce soit fait correctement. Elle a examiné toute ma documentation et a dit que j'avais un dossier en béton. Ils avaient emprunté de l'argent, signé des accords, même des accords informels par SMS comptaient et avaient refusé de payer. Droit des contrats de base. Semaine 8, mes parents ont perdu leur maison. La forclusion du comté a été finalisée. Ils devaient être partis dans les 30 jours. Ils ont emménagé avec ma tante et mon oncle. 5 personnes dans une maison de 3 chambres. Les publications Facebook de ma tante sont devenues passives-agressives à propos des « invités inattendus » et de « sacrifices pour la famille ». Nathalie a également emménagé avec eux après que son petit ami les larguait. Apparemment, le voyage, spontané, de Trevor à Tokyo avait été financé par des cartes de crédit qu'il ne pouvait pas rembourser. Il avait été licencié de son travail pour absentéisme, car il était à Tokyo. La relation a implosé sous le stress financier. Il y avait donc maintenant 6 adultes entassés dans la maison de ma tante, tous me blâmant pour leur situation. Mélissa a perdu son appartement et a emménagé chez une amie, dormant sur un canapé. Elle a posté des photos tristes sur Instagram sur son style de vie minimaliste et son apprentissage à apprécier les petits espaces. Ses abonnés ont adoré, ne sachant pas quelle était la parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer. Blake vivait dans sa voiture après avoir été expulsé pour loyer impayé. Il avait dépensé son argent à sortir au lieu de payer son loyer, supposant que je le sortirais d'affaire comme toujours. Quand je ne l'ai pas fait, son propriétaire a procédé à l'expulsion. Il a posté des photos de levers de soleil depuis sa voiture avec des légendes sur la liberté et la vie non conventionnelle. L'implosion familiale était complète, et cela n'avait pris que 8 semaines sans mon soutien financier. Semaine 10, la première audience est arrivée. Mes parents se sont présentés, l'air vaincus, portant des vêtements non repassés, conduisant la voiture de ma tante car la leur avait été saisie. Le juge a examiné ma documentation. J'avais tout. Accord de prêt par SMS, relevé bancaire montrant que j'avais transféré de l'argent, message où ils promettaient de me rembourser, traces de mes demandes de paiement, et leur refus ou leur silence. Mon père a essayé de soutenir que les prêts familiaux étaient différents des prêts normaux, qu'il y avait une compréhension de flexibilité et de période de grâce. Le juge a demandé s'ils avaient fait le moindre effort pour me rembourser. Mon père a admis que non. Donc, vous avez emprunté 11 040 €, promis de les rembourser, effectué 0 paiement, et vous soutenez que vous ne devriez pas payer parce que vous êtes de la famille du plaignant. C'est plus compliqué que ça, a dit mon père faiblement. C'est en fait très simple, a répondu le juge. Vous avez emprunté de l'argent. Vous ne l'avez pas remboursé. C'est la définition d'une dette. Jugement en ma faveur. 11 040 € plus les frais de justice et les intérêts. Mes parents avaient 30 jours pour payer ou je pourrais demander une saisie sur salaire. Ils ne m'ont pas adressé un mot en quittant le tribunal. La deuxième audience pour Nathalie s'est déroulée de la même manière. Elle a essayé de prétendre que les réparations de la voiture étaient un cadeau. J'ai montré des SMS où elle disait explicitement « Je te rembourserai par mensualité ». Jugement pour 7 360 € plus les frais. L'audience de Blake était presque comique. Il s'est présenté sans préparation, a essayé de charmer le juge avec des histoires sur la dynamique familiale et les malentendus. Le juge n'a pas été charmé. Jugement pour 4 600 € plus les frais. Mélissa ne s'est pas présentée à son audience. Jugement automatique en ma faveur pour 5 520 € plus les frais. Total des jugements, 28 520 €. Toujours moins que ce qu'il me devait réellement, mais c'est ce que je pouvais prouver au tribunal. Les saisies sur salaire ont commencé quelques semaines plus tard. Les chèques de commission de mon père ont été saisis. Les salaires de Nathalie ont été saisis. Les pourboires de bar de Blake ont été saisis. Même le revenu de Mélissa a été saisi une fois qu'elle a recommencé à travailler. Ils allaient me rembourser pendant des années. La famille s'est complètement fracturée. La moitié m'a blâmé d'être sans cœur. L'autre moitié a admis à voix basse qu'on avait profité de moi. Personne ne parlait à personne sans que cela ne se transforme en dispute pour savoir à qui était la faute. Noël est passé. Je n'ai été invité à rien. Je l'ai passé avec des amis. J'ai bien mangé. J'ai échangé des cadeaux avec des gens qui me valorisaient vraiment. Le meilleur Noël que j'avais eu depuis des années. Ma promotion au travail a été confirmée. Poste d'analyste senior. Augmentation de 20%. Véritable autorité.
J'ai utilisé une partie de l'augmentation pour m'acheter une nouvelle voiture. Rien d'extravagant, juste un moyen de transport fiable qui n'était pas maintenu par du ruban adhésif et de l'espoir. J'ai ouvert un compte d'épargne juste pour les salaires saisis. Chaque mois, l'argent des paiements ordonnés par le tribunal arrivait. Regarder ce solde augmenter était satisfaisant d'une manière que je ne peux pas entièrement expliquer. 6 mois après ma remise de diplôme, j'ai reçu une lettre de ma grand-mère, le seul membre de la famille qui ne s'était pas mêlé de l'affaire. Elle a écrit qu'elle était désolée d'avoir manqué ma remise de diplôme, qu'on l'avait poussée à participer au voyage à Tokyo et qu'elle s'était sentie mal à l'aise de dire non. Elle comprenait pourquoi j'avais coupé les ponts avec tout le monde et ne me blâmait pas. Elle espérait qu'un jour je serais prêt à lui reparler, mais comprenait si je ne l'étais pas. Elle a également inclus un chèque de 1380 €, le montant des factures médicales pour lesquelles je l'avais aidée, entièrement remboursé avec un an d'intérêt. Je l'ai appelée ce soir-là. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a dit la vérité sur Tokyo. Le voyage avait été planifié spécifiquement pour éviter ma remise de diplôme. Ma mère avait convaincu tout le monde que j'étais trop sérieux avec mes études et que je devais apprendre que la vie suit son cours et que je ne pouvais pas m'attendre à ce que tout le monde s'organise autour de mon emploi du temps. Le voyage était censé me donner une leçon, ne pas être le centre de l'attention, comprendre que la vie et les expériences des autres comptaient aussi, ne pas être si rigide avec mes attentes. Ils avaient littéralement planifié des vacances internationales comme punition pour avoir attendu que ma famille se présente à ma remise de diplôme. Ma grand-mère avait suivi parce qu'elle avait peur d'être exclue des événements futurs, mais elle s'était sentie mal à l'aise tout le temps. Elle a dit que les photos qu'il postait étaient un faux bonheur. Tout le monde était mal à l'aise, mais personne ne voulait être le premier à l'admettre. Il pensait que tu l'accepterais simplement, a-t-elle dit. Comme tu l'as toujours fait. Il ne pensait pas que tu partirais vraiment. Je ne suis pas parti, ai-je corrigé. Ils m'ont poussé dehors. J'ai juste arrêté de résister. Elle a acquiescé. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour avoir fixé des limites. Elle a dit qu'elle aurait aimé avoir appris à sa fille à être plus comme moi au lieu de cautionner le comportement qui a mené à ce gâchis. Nous sommes restés en contact après ça. On déjeunait ensemble toutes les quelques semaines. C'était le seul membre de la famille avec qui je maintenais le contact. 1 an après ma remise de diplôme, ma mère m'a envoyé une lettre. Pas un email ou un SMS, mais une vraie lettre manuscrite. Elle s'excusait. Elle disait qu'ils avaient fait une terrible erreur avec Tokyo, qu'ils avaient eu tort de manquer ma remise de diplôme, qu'elle comprenait pourquoi je leur avais coupé les ponts et qu'elle n'attendait pas de pardon. Elle voulait juste que je sache qu'elle était désolée. Elle a expliqué qu'ils avaient tout perdu, la maison, les voitures, leurs économies. Ils vivaient maintenant dans un petit appartement, mes parents et Nathalie partageant un 3 pièces. Mon père cumulait 2 emplois pour joindre les 2 bouts et rembourser les jugements du tribunal. Nathalie travaillait de nouveau dans la vente au détail. Il survivait à peine. Elle ne demandait pas d'aide, elle disait juste qu'elle espérait qu'un jour je serais prêt à leur reparler, qu'elle m'aimait et m'aimerait toujours, même si elle n'avait pas réussi à le montrer quand ça comptait. J'ai lu la lettre 3 fois. Je n'ai pas répondu. Parfois, c'est la meilleure chose à faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires plus nombreuses et de meilleure qualité. Merci.